me semble que c'est le complotisme à proprement parler, le discours complotiste, comme on a employé l'expression. J'ai le sentiment qu'il n'y en a pas d'exemple avant l'époque moderne. Que ni l'Antiquité ni le Moyen-Âge n'ont connu le complotisme. Il y a eu des phénomènes de grande peur, mais il n'y a pas eu à proprement parler le complotisme. Je ne pense pas même qu'il y en avait à la Renaissance. Je dirais, c'est mon sentiment, que ça commence avec l'époque du discours de la science. Que c'est à partir de là que commencent à se former précisément des sociétés secrètes, ou au moins même des sociétés qui ne l'étaient pas, comme les sociétés savantes, la Royal Society anglaise, qui est la première du genre. Et au fond, pour qu'il y ait complotisme, pour des raisons très profondes, je pense qu'il faut qu'il y ait la science. Et que ne serait-ce que, ça c'est le plus simple, ne serait-ce que pour les moyens de diffusion. Je veux dire, l'invention de l'imprimerie, de la presse, ensuite l'extension de la diffusion joue un grand rôle dans le phénomène complotiste. Et aujourd'hui, les médias, bien entendu. Il me semble qu'on ne trouve rien, par exemple, chez Platon ou Aristote, qui évoque le moindre phénomène complotiste. Sauf erreur, je ne vois pas le phénomène s'affirmer avant le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, en effet, ça atteint un pic. Maintenant, on n'a peut-être encore pas tout vu. Qu'il y ait eu des complots depuis toujours, ça c'est vrai. Des coups de force préparés en secret, des coups d'État. On a chassé des pouvoirs, des tyrans. Ça, ce thème est là. Le complotisme, c'est autre chose. Et même si on pouvait imputer aux Templiers d'être des comploteurs, c'est pas pour autant qu'il y avait un discours complotiste à proprement parler, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si je pourrais, parce que ça m'a inspiré le thème du complot, j'ai mis sur le papier quelques remarques. Alors, il me semble qu'on s'accorde à reconnaître dans le discours complotiste un délire. Il faut encore savoir quel délire, quel type de délire. On a posé la question. Est-ce un délire de persécution? Moi, je réponds non, parce que le complotiste n'est pas un persécuté. Ce sont les autres. C'est la masse. C'est le commun qui sont persécutés. Lui, le complotiste, avant tout, il interprète. Il déchiffre et enfin, il sait. Donc, je dirais au plus simple que si c'est un délire, le complotisme est un délire d'interprétation. Alors, comment procède-t-il? Je dirais par collection et par connexion. Il collectionne des faits épars, il établit entre eux des connexions, il reconstitue un puzzle, il dessine un réseau, et ce faisant, il donne du sens. C'est un donneur de sens. Et ce sens, on le constate, est animé d'une puissante dynamique, puisqu'il s'étend à tout événement. Et on peut dire, pour faire une formule, qu'il n'est pas de complotisme qui ne se présente comme une pandémie sémantique. C'est que le sens appelle le sens. Je songe à ce que Lacan disait du symptôme, qu'il ne faut pas le nourrir de sens, car il en sera d'autant plus affamé.
d'un appétit insatiable, il en voudra toujours plus, et ça ne fera que le faire croître. Au fond, c'est comme le surmoi, le symptôme, vous lui cédez, et ses injonctions se font d'autant plus insistantes et ne cessent de croître et multiplier. Alors, le complotiste, donc, qui collectionne, qui fait des connexions, est logicien. Il met en ordre la réalité. Celle-ci se présente comme un amas de phénomènes disparates, d'événements aléatoires, mais pour le complotiste, il n'y a pas de hasard. Il dit, on peut dire que c'est son énoncé emblématique, ce n'est pas par hasard que. Autrement dit, il nie la contingence et il vous découvre la nécessité qui gouverne secrètement la réalité. Ce qui m'est venu, c'est de dire que c'est une providence à l'envers. Alors, on a pu définir les lois de la nature, c'est un logicien qui fait ça, comme des généralisations optimales. Pour autant que ces lois de la nature rendraient compte d'un maximum de phénomènes à partir d'un nombre minimal de principes. Maximum de phénomènes, minimum de principes. Et c'est là que triomphe le complotiste, car c'est un principe unique qu'il rapporte tout ce qui a lieu. Alors, quel est ce principe unique ? Les événements ne sont pour lui que des phénomènes de surface. En vérité, tous des épiphénomènes. Ce qui les produit et les gouverne, c'est une cause. La cause, avec un grand C, pas la cause freudienne, bien entendu. La cause, dont les phénomènes, les événements ne sont que des effets. C'est là ce qui me faisait dire précisément qu'il faut le discours de la science pour qu'il y ait du complotisme, parce que le complotisme est basé essentiellement sur un rapport de causalité. Alors cette cause, vous ne la connaissez pas, puisque vous êtes attaché à la surface des choses. Cette cause, vous ne la connaissez pas, le complotiste, si. Alors, il m'est venu de dire que la cause, c'est comme la chose en soi chez Kant. Das Ding an sich. Je le prononce mal l'allemand, c'est pour que vous entendiez le mot das Ding. La chose en soi qui est suprasensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire l'expérience. Elle est inatteignable par le moyen des sens, au sens des 5 sens. Inconnaissable pour tous, mais il faut le dire, c'est ce que dit Kant, mais il faut en accepter le complotiste qui, lui, connaît la chose en soi. Au fond, son délire, c'est qu'il possède le savoir de la chose en soi, qu'il en a l'expérience, qu'il a traquée, découverte, et il vous la communique pour que vous aussi vous sachiez. Le sens proliférant dont nous avons parlé, c'est cristallisé en un savoir auquel ce sens est arrimé. Qu'est-ce que Das Ding, la Das Ding kantienne? C'est la Wirklichkeit, c'est la réalité effective, comme on traduit, c'est-à-dire, dans le langage à nous, le réel. Le réel en tant que sous-jacent à la réalité. Donc si on devait l'écrire, on écrirait réalité au-dessus de la barre, réel en dessous. Et le complotiste a accès au savoir du réel. Et plus vous direz « mais c'est impossible »,
et plus vous confirmerez son statut de réel. Alors, est-ce un délire paranoïaque? On en a posé la question. Il y a plusieurs réponses. Je commencerai par dire non. Si l'on se fie à cette indication de Lacan, la paranoïa, ce n'est pas de penser qu'on a trouvé le dernier mot. Et justement, c'est ce que pense le complotiste, qu'il a trouvé le dernier mot. Dès lors, plus de surprise, tout s'explique ou trouvera son explication. Alors, quel est-il, ce dernier mot? C'est, je dirais, une intention, ou pour mieux dire, une volonté qui est mauvaise. La volonté d'un autre méchant, la volonté, spécialement celle d'un autre méchant, voilà le dernier mot. La volonté. D'ailleurs, Schopenhauer, critiquant Kant, disait que la chose en soi, c'est la volonté. C'est même une de ses deux grandes idées. Il a écrit un très gros livre qui s'appelle « Le monde comme volonté et représentation ». Eh bien, il a eu deux idées, dont, essentiellement, dans ces centaines de pages, et dont la première, c'est que la vérité de la chose en soi, c'est que c'est une volonté. Alors, cet autre méchant, quel est-il? C'est une sorte de malingénie, au sens de Descartes, le jumeau de Dieu, c'est une expression de Foucault, dont il conserve tous les pouvoirs de Dieu, je dirais plus un, celui de vous tromper, ce qui est interdit à Dieu en tant que, comme nous disons, autre non barré. Il peut tout faire sauf vous tromper. Il est donc nécessairement vérace, et c'est le malin génie qui lui trompe. Alors, qu'est-ce qui échappe à la tromperie du malin génie? Qu'est-ce qui lui résiste? C'est le « je pense, donc je suis ». C'est là-dessus que le malin génie bute. Il ne peut vous tromper sur tout, sauf sur ça. Le point d'Archimède du complotiste, ce n'est pas le cogito, je pense. Mais je dirais le scio, S-C-I-O, je sais. Un je sais absolu. Un savoir absolu, c'est-à-dire un savoir qui n'est pas supposé, un savoir qui est index sui, selon l'expression de Spinoza, qui ne dépend de rien ni de personne. Pourquoi ne pas dire un axiome? Et alors, si c'est un axiome, tout démontre après coup sont bien fondés, puisque les preuves se multiplient à l'infini. Je vous l'avais bien dit. Alors j'ai dit volonté. Quelle volonté? Une volonté de nuire, certainement, mais aussi et surtout une volonté de jouir. Là, nous retrouvons la paranoïa au sens de Lacan, qu'il définit dans un texte ancien que je lui avais demandé naguère, enfin jadis, et qu'il avait écrit pour les cahiers pour l'analyse. Les cahiers pour l'analyse publiaient en feuilleton les mémoires de Schreiber, qui n'avaient jamais paru en français. J'avais demandé à Lacan de faire la présentation de ce feuilleton. Et donc, il y a un petit texte des autres écrits qui s'appelle « Présentation des mémoires de Schreiber ». Et il y avait là-dedans une expression qui m'a toujours retenu, où Lacan définit la paranoïa. Il ajoute même que c'est une nouveauté à lui, enfin quelque chose comme ça. Il a défini la paranoïa comme identifiant la jouissance dans le lieu de l'autre comme tel. C'est-à-dire repérant la jouissance
dans le lieu de l'autre, ce qui collera d'autant mieux quand il aura dit l'autre c'est le corps. Là, c'est quelques années avant. Bon. Alors, l'autre méchant, le malin génie, ou le diable, pour l'appeler par son nom, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est toujours, ça a d'ailleurs été employé comme mot, la causalité diabolique, est un autre qui jouit, qui est obscène et féroce comme le surmoi, et le complotiste n'a de cesse d'alléguer l'infamie de la jouissance de l'autre méchant. De mettre en exergue ses obscénités et sa férocité, ses insanités et ses crimes. C'est de ça que parle le complotiste. Et d'ailleurs, ça culmine toujours dans le mal fait aux enfants. L'autre, sous toutes ses formes et avec tous ses noms, est pédocriminel, comme on dit aujourd'hui. Donc il arrive à la chose en soi, das Ding, nom de la jouissance pour Lacan dans son éthique, il arrive à das Ding de descendre de son inaccessibilité dans une expérience comme celle de Sade. Lacan le dit explicitement dans Kant avec Sade. Qu'il évoque la chose en soi qui cesse d'être inaccessible et qui s'incarne dans l'expérience sadienne. Et en effet, ce que récite le discours complotiste, c'est la geste, c'est le récit de l'être suprême en méchanceté, selon le terme de Sade. L'autre, le grand hôte du complotiste, est sadien. Il est l'agent du tourment de toute l'humanité. Je termine par une remarque. Quelqu'un qui n'était pas n'importe qui a inventé un complot pour le bien. C'est Balzac, dans le dernier roman qu'il a écrit et que Lacan a cité, L'envers de l'histoire contemporaine, qui pourrait être le nom de tous les discours complotistes. Mais c'est ici un complot de charité, si je puis dire, celui des 10 frères de la consolation, qui déploient tout leur savoir-faire, qui s'emploient à toutes leurs intrigues, à toutes leurs manœuvres, au fin de venir en aide aux malheureux et de faire de proche en proche le bonheur de l'humanité. Tentative exceptionnelle sans doute dans toute la littérature complotiste, dont les protocoles des sages de Sion sont le fleuron. Je terminerai par cette pointe. Et si les psychanalystes aussi étaient des frères de la consolation, à quoi peuvent-ils prétendre sinon à rendre un peu plus vivable le monde dans lequel nous sommes entrés? Nous y sommes entrés, pour parodier Baudelaire, sous le fouet du bourreau sans merci qu'est le discours de la science. Et sans le discours de la science, sans doute n'y aurait-il pas ni psychanalyse, ni complotisme.